Du coup, je vais faire une vidéo sur le théorème du rang, qui est une propriété, enfin un résultat très, très important en algèbre binaire qu'on utilise vraiment tout le temps. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, donc, quand je prends une application linéaire U d'un premier espace vectoriel vers un deuxième, et que je suis en dimension finie, au moins pour le premier, au moins pour l'espace de départ, et bah j'ai une relation sur des dimensions. Donc j'ai que la dimension du noyau de U plus la dimension de l'image de U, ça me donne la dimension de l'espace de départ. Voilà, donc c'est un truc, moi j'ai... Comme c'est un truc, comme je disais, on utilise tout le temps et qui est pas très compliqué à retenir, bah c'est un peu un truc que j'ai admis et que je me suis jamais trop posé la question de pourquoi c'était vrai ce truc-là. Enfin, j'ai mis du temps avant de me poser la question et je pense que c'est quand même important de le comprendre parce que c'est pas très compliqué et c'est quand même plus plaisant de comprendre un truc qu'on applique tout le temps après. Et en plus, il y a des choses qu'il faut pas. Il y a des sources d'erreurs possibles, il y a des mauvaises interprétations. Enfin, en gros, on peut se dire que vu que vu qu'on a cette relation sur les dimensions, on a un peu envie de croire que et c'est une mauvaise image, que E c'est le noyau plus l'image. Que E ils se séparent en une somme directe avec le noyau et l'image. Ça c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est pas, en général, c'est pas du tout le cas. C'est des cas très particuliers. C'est vrai pour les projecteurs et pour les symétries. Mais en général, il n'y a pas de raison que ce soit vrai. D'ailleurs, il y a un problème de nature, puisque bah, ces deux sous-espèces vectorielles là ne vivent même pas dans le même espace a priori, parce que bah, le noyau, donc c'est les vecteurs dont l'image est nulle, donc c'est des éléments de l'espace de départ, tandis que bah, l'image, c'est les éléments que j'obtiens à l'arrivée. Donc ça peut très bien ne pas du tout être le même type d'objet, auquel cas ça n'a pas de sens. Et même si je suis sur un endomorphisme, donc j'arrive dans le même espace, c'est pas forcément du tout le cas. Par exemple, on peut tout à fait avoir que le noyau c'est égal à l'image. C'est vraiment pas deux sous-espaces vectoriels disjoints. Comment on peut avoir ça? Bah, par exemple, on prend donc dans R2, on prend l'application associée à cette matrice dans la base canonique. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie le premier vecteur de base E1 sur le vecteur nul, et le deuxième vecteur de base E2, elle l'envoie sur E1. Donc, ce qui veut dire que bah, au premier tour, je passe de E1, E2 à juste 2. Et puis au tour d'après, bah, je vais carrément arriver à 0. Donc j'ai que U carré, ça vaut 0. Vous pouvez calculer, ça se voit très vite. Et, et donc en fait, je vais avoir l'image qui est égale au noyau, parce que donc le noyau, bah, ça va être vec de E1. Et comme je disais, bah, on envoie E2 sur E1. Donc au tour d'après, quand je vais appliquer U à IMU, bah, je vais arriver sur 0. Donc IMU, c'est bien le noyau. Ouais, c'est bien avec 2. Hein. Voilà. Ça, c'est un bon exemple à avoir en tête. Et vous pouvez faire ça avec des matrices aussi grandes que vous voulez. Par exemple, sur une 3x3, du coup, ça va donner quelque chose comme ça.
Bon, c'est un peu les exemples les plus simples de matrice nilpotente. C'est assez visuel. Donc là, du coup, en dimension 3, c'est vraiment le même concept. Cette fois, j'ai trois vecteurs E1, E2, E3. Au premier tour, j'annule E1, j'envoie j'envoie E2 sur E1 et E3 sur E2, donc j'obtiens juste un plan. Et en fait, à chaque itération de U, je perds une dimension. Après, j'obtiens juste E3. Et à la fin, j'obtiens 0. Donc j'ai bien U cube égale 0. Et voilà, ça c'est valable quel que soit n. Donc ça c'est pas mal à avoir en tête ce genre d'exemple. Donc comme quoi, faut pas du tout s'imaginer que qu'il y a le noyau d'un côté, l'image de l'autre, et quand je fais la somme, ça fait E. Non, non, mais on a quand même la relation sur les dimensions. Alors comment je vois les choses? Bah, on va essayer de démontrer ça, mais surtout, pas forcément faire une démonstration très rigoureuse, mais surtout que vous sortiez de là en ayant l'impression de l'avoir compris, ce truc. Bah, du coup, IMU, par définition, c'est l'ensemble des images. Donc c'est les U de X telles que X appartient à E. Et donc on cherche un peu sa dimension, c'est-à-dire combien de vecteurs il me faut pour générer IMU, combien de vecteurs au minimum. Déjà une première remarque, c'est tous les vecteurs, si je prends donc un vecteur dans le noyau, par définition c'est que son image vaut 0, donc ce vecteur-là ne va pas contribuer à générer l'image. Et c'est le cas pour tous les vecteurs du noyau, donc ça c'est quelque chose de très important qui pour moi est vraiment l'idée du théorème, c'est tous les vecteurs du noyau, enfin plutôt aucun vecteur du noyau ne contribue à générer l'image. Et donc ça va vraiment être les autres vecteurs, entre guillemets, qui génèrent l'image, d'où la relation. Pour l'idée, c'est un peu ça. Mais bon, faut quand même faire gaffe, on est dans des espaces vectoriels, donc faut pas se dire que euh, quand je dis c'est les autres vecteurs, ceux qui sont par le noyau qui vont générer IMU, les autres, je parle pas vraiment de E privé de ker U, parce que ça c'est pas très intéressant. Il y en a beaucoup trop là. Et c'est pas un espace vectoriel ça. Non, je parle plutôt d'un supplémentaire de ker U. Un certain supplémentaire G. Ce sera ce qu'on va montrer là, c'est que quand on prend une base de G, j'obtiens pile le nombre de vecteurs qui vont générer IMU. Tous les vecteurs là-dedans, ils vont pas contribuer à créer IMU, mais tous ces vecteurs-là vont le faire. Ok. Donc déjà, on peut regarder, si je regarde l'application U juste sur G, eh bien, elle ne s'annule que en 0. Puisque donc là, on a que. J'ai pris un supplémentaire, KRU inter G, c'est réduit au vecteur nul. Donc, j'ai aucun vecteur de G qui annule U, à part 0 évidemment. Donc ker de U de G, c'est bien réduit au vecteur nul, et donc j'ai bien U restreint à G injective. Ok. Et U restreint à G, elle va toujours elle va toujours de G dans IMU. Mais la question là, c'est est-ce que c'est surjectif ça? Est-ce que je vais bien générer tout IMU? Et bah oui, parce que
qu'est-ce que j'ai enlevé là dans mon affaire quand j'ai restreint à G? J'ai enlevé tous les vecteurs du noyau, mais eux, comme je l'ai expliqué, ils génèrent pas l'image. Donc ce que j'ai enlevé, ça pose pas de problème. Ça, c'est toujours surjectif. Donc au final, j'ai une bijection en fait entre G et IMU. Donc, euh, donc vous voyez, c'était pas vraiment. Eux, ils se décomposaient pas comme Keru comme une somme directe entre Keru et mu, mais comme une somme directe entre Keru et quelque chose d'isomorphe à IMU, qui lui est bien un sous-espace vectoriel de E. Ok. Donc, et bah, on a déjà fini en fait. Donc, la dimension de IMU, c'est égal à la dimension de G. Et j'ai bien avec ça là que dimension de E c'est égal à dimension de KE plus dimension de G. Donc j'ai plus qu'à remplacer et j'obtiens ce que je veux. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. C'est constater que les vecteurs du noyau, ils génèrent rien de l'image. Pas trop se planter avec... Enfin, bien aller chercher les bons vecteurs qui eux, vont générer l'image, c'est-à-dire bah, les vecteurs de base de G. D'ailleurs, on va faire ça, parce que là, c'est peut-être un peu abstrait ce que j'ai fait. On va essayer d'expliciter un peu plus ce qui se passe en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une base adaptée à KRU. Donc, les k premiers vecteurs, c'est une base de KRU. Et je complète en une base de E. Donc, bah, du coup, ça va être une base de G. Et ça, c'est une base de KRU. Voilà. Donc, ouais, comme j'expliquais, bah, tous les U de EI, là, ils vont tous être nuls. Donc, ça va être... Déjà, vous êtes d'accord que cette famille-là, par définition, cette famille-là, elle génère IMU. Puisque IMU, bah, IMU c'est toutes les images. Donc là, j'ai fait toutes les images des vecteurs de base, bah, ça me fait bien toutes les images que je peux avoir. Donc ça génère IMU. Mais tout ça, c'est 0. Donc au final, juste ça, ça suffit à générer IMU. Voilà, donc ça c'est la justification un peu plus formelle de ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous ai dit bon bah ça c'est toujours surjectif parce que ceux que j'ai enlevés c'était des vecteurs qui contribuaient pas à générer l'image. Bah c'est exactement ça là. Donc ça génère bien IMU et et il nous reste à montrer que ça c'est libre. Et bah ça va être libre parce que justement tous les EI sont pas dans le noyau. Donc pour le montrer, alors attendez, pour le montrer, bah, je vais supposer que j'ai une relation linéaire entre ces vecteurs là, donc que j'ai alors j'introduis des scalaires, j'ai lambda k plus 1, u de k plus 1, plus etc. plus lambda n, u de n égale 0. Je suppose que j'ai une relation linéaire entre ces vecteurs-là. Alors à ce moment-là, je peux rassembler par linéarité de U. Donc il faut bien que j'utilise la linéarité de U à un moment donné, parce que c'est un résultat d'algèbre linéaire. Je rassemble tout dans U, plus lambda n, en.
Ça vaut donc 0. Eh bien, donc ça veut dire que ce que j'ai à l'intérieur, là, c'est un élément du noyau. Mais ça, c'est pas possible. Parce que justement, les EK plus 1 jusqu'à EN, je les ai pris hors du noyau, je les ai pris comme de... j'ai complété une base du noyau avec ça, donc c'est pas, ça c'est pas possible que ce soit... Je peux pas... Une combinaison linéaire de ces vecteurs-là, ça va jamais retomber dans le noyau, donc ça c'est pas possible. Ce qui veut dire que bah, tous mes coefficients sont en fait nuls. Et donc ma famille est bien libre. Euh, donc c'est une base de IMU. Voilà, donc on peut trouver comme ça une base de IMU en prenant une base adaptée, en regardant les images de ceux qui sont pas dans le noyau, bah, on obtient bien une base de IMU. Voilà, donc ça j'ai fait 2 fois d'affilée la même démonstration, mais peut-être un peu plus parlante quand on donne un nom au vecteur et qu'on suit ce qui se passe quand on leur applique U. Voilà, voilà.